Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre du thème 1, l'urbanisation du monde. Et du coup, ce chapitre 2 de géographie s'appelle Des villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Pour rappel, la mondialisation, c'est la mise en relation des territoires par la multiplication des flux et des échanges entre certaines parties du monde. Et ces flux et ces échanges, ça peut être des marchandises matérielles, comme des flux immatériels, au niveau des bourses, des capitaux, etc. Vous vous rappelez, on a vu ça en cours, normalement. Hop. On revoit aussi, comme dans le chapitre 1, l'urbanisation, ce qui est la croissance des villes qui gagnent des habitants et s'étendent dans l'espace de manière verticale avec des hauts immeubles, ce qui peut donner des skylines, et horizontale, ce qui est de l'étalement urbain. Sauf que là, ce qu'on a vu dans le chapitre, c'est que autant il y a des villes comme Lagos, on avait vu avant, qui ont un étalement urbain qui est de plus en plus important, autant il y en a d'autres, elles s'écroulent grave. Et du coup, c'est ça qu'on avait vu avec l'exemple de Détroit, du triomphe au déclin. Donc Détroit, c'est une ville américaine qui est située dans le nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, juste derrière c'est le Canada en fait. Détroit, c'était une ville qui était très prospère jusqu'aux années 50, c'est-à-dire c'est une ville qui marchait très bien, notamment du point de vue économique et qui attirait énormément de monde. C'est ça quand on dit que c'est prospère. L'économie de Détroit reposait presque exclusivement sur l'industrie automobile. Et c'est ça le souci, quand on a une ville qui repose que sur un domaine, si le domaine il s'effondre, bah, voilà. La concurrence étrangère, puis la délocalisation des usines américaines à l'étranger, les usines américaines automobiles, hein. On est sur Détroit, on parle d'industrie automobile. Bref, la délocalisation plus la concurrence étrangère, ça a mené au déclin de Détroit. Détroit a perdu 1,3 million d'habitants entre 1960 et 2014. Elle est passée de près de 2 millions d'habitants à moins de 700 000. C'est écrasé. De nombreux quartiers de Détroit sont plus du tout habités, on va le revoir juste après, on l'a déjà vu en classe, et Détroit est carrément déclaré en faillite en 2013. Ça va pas du tout. Pour vous montrer, là c'est la Michigan Central Station, qui a un accent magnifique. Dites pas ça à vos profs d'anglais, je vous remercierai. Ça, c'était quand Détroit, ça allait encore. Regardez tous les gens qu'il y a sur la photo, et regardez maintenant. Voilà, concrètement, la gare, c'est la gare, hein, à Michigan Central Station. Elle a même carrément fermé dans les années 80, tellement que personne n'y allait. Et maintenant, elle est laissée à l'abandon, elle est au bord de la rue. Hop, on se rappelle aussi dans ce chapitre, comme dans le chapitre 1, ce qu'est une ville fragmentée. C'est une ville où les habitants vivent dans des quartiers séparés selon leur richesse ou leur origine ethnique. Bah, Détroit, c'est les deux. Parce que Détroit a connu une fuite des Blancs dans les années 1960, c'est peu dire, parce que quasiment tous les Blancs se sont barrés en fait. Ils ne sont plus J'ai fait une faute. Ils ne représentent plus que 15% de la population de la ville aujourd'hui. Et les quartiers habités, donc à contrario des quartiers où il n'y a plus personne, les quartiers habités sont marqués par de très fortes disparités économiques. Donc on a des personnes très 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 pauvres, même certaines personnes qui font partie des plus pauvres du pays concrètement, et à côté de ça, des gens qui réussissent à s'enrichir de la situation, tentant de relancer le truc à leur façon, on va dire. Hop, du coup, Détroit, c'est vraiment un exemple, voire le meilleur exemple de ce qu'est une shrinking city. Encore une fois, vous ne me balancez pas vos profs d'anglais, merci. Vous pouvez aussi le dire en français comme moi, une shrinking city, c'est une ville rétrécissante. C'est-à-dire, contrairement à Lagos qui s'étend de plus en plus, rappelez-vous ce qu'on avait vu, là au contraire, Détroit, de moins en moins de monde, la ville est de plus en plus rétrécie. La définition exacte de shrinking city ou ville rétrécissante, c'est ville en crise économique et démographique qui réduit son territoire occupé. Et là, vous vous rappelez, on avait vu ça en classe, que là, dans le CBD, il y a même carrément des entreprises où les gens ils viennent plus, en fait. C'est-à-dire qu'on a même des gratte-ciel qui sont à moitié occupés. Et là, tout ça, il y avait beaucoup de monde avant, et là, c'est laissé à l'abandon. Ce qui s'est laissé à l'abandon, on va dire que c'est une friche.
Un terrain laissé à l'abandon, c'est une friche. Rappelez-vous du plan qu'on avait vu où en 1950, on se retrouvait avec des densités de population, il y avait plein de quartiers où il y avait plus de 20 000 habitants par kilomètre carré. Rappelez que la densité de population, c'est toujours le nombre d'habitants sur kilomètre carré. Alors qu'en 2010, c'est pas pareil, quoi. Concrètement, on se retrouve avec énormément de quartiers, on a plus de 50% de logements vides, donc en gros, il y a plus grand monde, hein. Et avec quand même 4 zones en 2010, hein, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui, pressenties pour la création de fermes urbaines ou urban farming, toujours avec un accent qui va avec. Hop, et ces urban farming ou ferme urbaine c'est juste la traduction littérale hein, du truc, c'est une forme récente d'agriculture en ville qui permet d'assurer la sécurité alimentaire de la population locale, donc des habitants de la ville, mais aussi de développer une activité commerciale tout en exploitant les friches urbaines. Je rappelle que les friches urbaines, on vient de le voir, c'est terrain laissé à l'abandon. Ce mouvement est né à Détroit. En même temps, c'est un petit peu logique qu'il naisse à Détroit, vu que c'est vraiment l'exemple de la shrinking city, de la ville rétrécissante, et que la ville pour survivre, elle cherche des solutions, et notamment cette idée de ferme urbaine qui était emmenée pour survivre, subvenir aux besoins alimentaires de la population. Et du coup, faire quelque chose de toutes ces friches, tous ces terrains laissés à l'abandon. À l'inverse, du coup, complètement à l'inverse, parce qu'on vient de voir que Détroit était vraiment mise à part de la mondialisation. Vraiment, Détroit est à part par rapport au réseau de la mondialisation. Complètement à l'extrême inverse, on a les villes mondiales. Les villes mondiales, c'est une ville disposant d'une capacité d'influence mondiale, en particulier dans les domaines économiques, financiers et culturels. En cours, on avait vu un autre exemple américain qui est l'exemple de New York. New York, c'est vraiment la référence de la ville mondiale. Là, je vous ai mis sur la photo Tokyo. Vous connaissez Tokyo avec cette tour. Parce que dans tous les cas, une ville mondiale, ça va forcément être une mégapole. Vous vous rappelez, je ne l'ai pas remis là, vous vous rappelez de ce que c'est une mégapole, c'est une ville et son aire urbaine qui sont peuplées par plus de 10 millions d'habitants. Et quand on a plus de 10 millions d'habitants sur la ville et l'aire urbaine, et qu'en plus de ça, la ville, elle dispose d'une capacité d'influence mondiale, en particulier dans les domaines économiques, financiers et culturels, là on va être sur une ville mondiale. Et en cours, on avait notamment vu les 20 premières villes mondiales, les 20 villes mondiales les plus importantes, et notamment à travers l'archipel mégapolitain mondial. L'archipel mégapolitain mondial, c'est le réseau des grandes villes qui contribuent à la direction du monde. Et on avait vu que quand même la plupart des villes mondiales, elles étaient sur l'axe Amérique du Nord, Europe et Asie de l'Est. Voilà, on avait surtout vu ça, que c'était quand même à ce niveau-là qu'il y avait le plus de villes mondiales qui étaient connectées entre elles et qui étaient le plus actives au niveau de la mondialisation. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages, surtout sur École Directe, c'est là où je vous répondrai plus vite, je pense. Mais dans tous les cas, vous n'hésitez pas. Bonne révision, bon courage, à bientôt.